Kniri me dit, j'ai toujours considéré Mbappé comme un immense joueur, mais ne penses-tu pas que son arrivée à Madrid a fait dérailler un collectif qui fonctionnait très bien ensemble et un schéma de jeu qui collait aux individualités présentes? Oui et non. Oui, parce que encore une fois, je pense que Mbappé n'était pas le joueur qu'il fallait au Real, parce qu'il y a Vinicius, et que la meilleure position de Mbappé, c'est la position où joue Vinicius, et que donc, si tu fais jouer les deux en même temps, forcément un des deux, et il faut reconnaître que c'est bien plus régulièrement Mbappé qui ne joue pas dans sa meilleure position. Non, parce que je pense qu'il y a trop de joueurs au Real dont le rendement est très en deçà de ce qu'il était l'année dernière. Je parle encore une fois de Mendy, de Tchouaméni, de Bellingham, même de Vinicius, parce que Vinicius, si on retire son match incroyable contre le Borussia Dortmund, il fait un début de saison extrêmement médiocre. Et encore une fois, ce club a perdu Toni Kroos à l'intersaison. Et je ne peux pas croire qu'un club de la dimension du Real ait pris ça à ce point à la légère. Alan me dit, que penses-tu de la nomination de Jean-Louis Gasset à tête du Montpellier, à Hérault Sport Club? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore Jean-Louis Gasset, qui est un mec formidable, qui a fait ses preuves dans bien des endroits. Mais il y a quelque chose d'un peu triste dans le fait de remplacer Gasset par Der Zakarian, et puis on nous demande si Gasset, à la fin de la saison, quitte le club et le club redescend en Ligue 2, est-ce qu'ils n'iront pas rechercher Der Zakarian? On a l'impression que t'as trois mecs qui sont capables d'entraîner ce club, quoi, avec Girard en plus. Donc c'était peut-être aussi l'occasion d'insuffler un vent nouveau sur le club. Je pense que c'est formidable d'être un club familial, faut pas que ce soit un carcan non plus. Jean-Paul Paretta me dit, je me rappelle à la belle époque de 100% foot, quand tu disais de Malouda, j'aime ce qu'il fait avec ses jambes, pas avec ses pieds. N'es-tu pas en quelque sorte indigné de la standardisation des joueurs performeurs au détriment des joueurs créatifs? Alors, je me souviens pas d'avoir déclaré une phrase aussi belle que j'aime ce qu'il fait avec ses jambes, pas avec ses pieds. En tout cas, si je l'ai dit, je m'auto-congratule. Ouais, c'est vrai que le football aujourd'hui, presque tous les joueurs se ressemblent, et que les Xavi, les Iniesta, les Griezmann, les Kaka, les Riquelme, tous ces joueurs-là, les Pastore, n'ont quasiment plus leur place dans le football d'aujourd'hui. Et c'est triste, mais c'est aussi la conséquence de la formation. Avant, dans le football d'avant, lorsque la formation n'était pas aussi importante, aussi établie, aussi organisée qu'elle est aujourd'hui, tu pouvais offrir la chance à un mec qui venait de la rue de tirer son épingle du jeu. Alors c'était pas aussi fréquent que ça, mais ça arrivait. Aujourd'hui, si tu passes pas dans ce qui peut être aussi une machine à broyer qu'est un centre de formation, tu ne parviens pas à devenir pro. Et passer dans un centre de formation, ça veut dire avoir les aptitudes physiques pour, ça veut dire être un athlète, ça veut dire courir vite, courir longtemps. Et effectivement, ce formatage, parce que formation, il y a formatage aussi des jeunes joueurs, ça gomme toute capacité de créativité, de fantaisie. Je veux dire, Neymar et Ronaldinho, ils ont appris leur biscotte dans la rue ou dans les fives. Ils n'ont pas appris ça quand ils sont arrivés dans des centres de formation. Trésor 5757 me dit, penses-tu que cette parodie de classique signe la fin de la Ligue 1 à court terme? Bon, ça me paraît très 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 exagéré. D'abord parce que le PSG gagne au Vélodrome, ça fait 13 ans que ça dure pratiquement. Donc je crois pas, non. Je pense que Paris a fait
je suis même pas certain que Paris ait fait un très grand match. Paris a fait un match dans son style, de jouer à la pelote qui rend fou. Marseille a eu tout faux tactiquement, et ça c'est la faute de De Zerbi, hein. Pas d'agressivité, pas de pressing, pas de densité défensive, tout ce qui gêne le PSG, tout ce qui a gêné le PSG dans toutes les contre-performances du PSG cette saison. Donc c'est là où je comprends pas tellement De Zerbi sur ce match. Non, je pense pas que ça marque la fin de la Ligue 1. Je dirais même que je trouve ce championnat plutôt même sympa depuis le début de la saison. Voilà, quoi. Thomas Milan me dit « Je sais que tu aimes beaucoup l'entraîneur et la personne qui est Dalloglio, mais penses-tu que depuis le rachat du club, la nouvelle stratégie du recrutement de Kilmer, qui travaille principalement sur la data, n'était dans le départ pas compatible avec Dalloglio et qu'à cause de ça, est-ce que Ivan Glazer a commis une erreur en le maintenant à son poste d'entraîneur ?» Alors moi, je veux bien que Saint-Étienne ait fait un recrutement avec la data. Ce que je vois pour l'instant sur le terrain est d'une faiblesse inouïe, notamment sur le plan offensif et défensif d'ailleurs. Je suis pas honnêtement certain qu'il y ait beaucoup de monde qui soit capable, avec un tel effectif, de faire beaucoup mieux que ce que fait Dalloglio. Après, c'est vrai qu'en prendre 4 à Angers, on est presque en train de se dire, est-ce qu'il l'a pas fait exprès ? Je pense que Saint-Étienne va peut-être faire un gros recrutement au mercato d'hiver. Je pense en tout cas qu'ils en ont besoin parce que si l'effectif reste en l'état, Dalloglio ou n'importe qui d'autre sur le banc, ça finira en Ligue 2. Thomas B me dit « Les Marseillais vont bien sûr se retrancher derrière le rouge, mais à 11 contre 11, ils étaient déjà mangés. Comprends-tu le 2 poids 2 mesures sur l'analyse des journalistes sur le carton rouge de Harit et celui de Beraldo l'année dernière? À l'époque, ils n'ont pas dit que l'arbitre a tué le match. » C'est vrai. C'est vrai. Marseille a pris 3-0 à 11 contre 10. Paris a gagné 2-0 à 11 contre 10 l'année dernière. Et surtout, Paris n'avait pas encore marqué au moment de l'expulsion de Beraldo. Maintenant, encore une fois, j'aime pas faire les brocantes et revenir sur des décisions ou des erreurs d'arbitrage antérieures pour justifier ce qui s'est passé là. Mais c'est vrai que là, pour le coup, la différence, la similitude entre les deux matchs, je sais même plus à quelle minute Beraldo avait été expulsé, mais à mon avis, c'était pas très longtemps après la 20e minute de jeu. Et puis là où tu as raison, c'est que Paris menait déjà au score, et surtout Marseille voyait pas la balle depuis 20 minutes. Ce qui explique aussi peut-être ce pied haut d'Harit à ce moment-là du match, parce que ça vaille rouge ou jaune ou rien du tout, c'est pas très malin d'aller mettre le pied aussi haut dans un choc en plus au milieu du terrain. Yves Perry me dit Luis Enrique que je n'apprécie pas vraiment s'obstine à ne pas vouloir jouer avec un vrai neuf. Guardiola a fait les mêmes choix jusqu'à ce qu'il gagne la C1 avec Haaland. L'intelligence, c'est de renoncer parfois à ses convictions, mais son ego est en train de faire des dégâts. Il n'a eu raison qu'au Barça parce qu'il disposait de joueurs exceptionnels. C'est pour moi un entraîneur surcoté. Qu'en penses-tu ? C'est marrant parce que lorsque je regardais le Classico samedi soir et que je voyais jouer le Barça, je me disais c'est formidable ce qu'ils font, mais ils ont Lewandowski à la finition des 2 premiers buts qui tuent le match. Et je pense que l'intelligence d'un entraîneur, c'est de savoir intégrer un grand joueur dans un dispositif, même s'il n'entre pas dans tes convictions profondes. Je pense pas que Guardiola soit au fond de lui un fan absolu du footballeur Erling Haaland. Mais bon, voilà, il voit ce que ça lui apporte. Le Barça n'aurait probablement pas gagné ce Classico s'il n'y avait pas Lewandowski. Alors, pour l'instant, Kolo Muani a des gros problèmes au PSG. Il faut d'ailleurs remarquer et s'étonner peut-être qu'il n'a pas les mêmes problèmes en sélection. C'est pas le même football non plus. Mais il faudra voir quand Ramos sera rétabli si on va continuer avec Kangligui et Asensio en faux numéro 9. Pour le reste, savoir si Luis Enrique est surcoté, je dirais pas surcoté, je dirais têtu, et je dirais surtout que le football qu'il préconise m'ennuie profondément. Pierre Eclip me dit
Le Ballon d'Or semble promis à Vinicius alors que Rodri est un candidat plus que potentiel pour la victoire, gagne la Première Ligue et l'Euro en étant titulaire indiscutable. Je connais ton aversion envers cette récompense, mais peux-tu me donner ton avis s'il te plaît? Si le palmarès rentre vraiment en ligne de compte, Carvajal, qui a gagné l'Euro et la Ligue des Champions, me paraît être le candidat idéal. Maintenant, est-ce qu'on est capable de filer un Ballon d'Or à un latéral droit? J'en suis pas certain. Vinicius, il a fait des grands matchs, il a marqué en finale, mais bon, il a quand même pas un comportement extraordinaire, ni quoi, un comportement de grand champion. Rodri, c'est un joueur formidable, mais on n'est pas non plus dans le très clinquant. Et encore une fois, surtout, on voit bien encore plus cette saison que ce Ballon d'Or qui est censé récompenser une individualité n'a pas vraiment de sens dans une année où finalement ce sont plutôt des collectifs, que ce soit le Real ou l'Espagne, qui ont remporté des titres. Donc non, encore une fois, je me fous royalement de ce Ballon d'Or et ça m'énerve que certains passent leur année à en parler. Pierre Mathieu me dit, au vu de son match hier, comprends-tu que Tchouaméni soit titulaire en équipe de France et Camavinga non? C'est étrange pour moi. Je suis très dur avec Aurélien Tchouaméni. Quand je le vois jouer en équipe de France, qui plus est avec le brassard, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Qu'est-ce qui justifie dans la qualité de ses prestations? Même pas qu'il ait le brassard, mais qu'il soit titulaire. Effectivement, Camavinga me paraît apporter plus de sang, plus de jus, plus de projection vers l'avant. Tchouaméni qui joue quand même, surtout en équipe de France, incroyablement bas et souvent au niveau de sa charnière. Voilà, je suis vraiment pas convaincu par ce joueur et sa prestation assez dramatique dans le Classico samedi soir vient plutôt confirmer cette impression pour moi. Julien Bonichon me dit, Mpetshi Péricard, vainqueur de l'ATP 500 de Bâle, incarne avec Arthur Fils le renouveau du tennis français. Il sera lundi à la 31e place, à avoir commencé l'année à la 200e. Jusqu'où le vois-tu aller, sachant qu'il commence à diversifier son jeu, ne s'appuie pas uniquement sur son service, même si celui-ci reste son arme principale. J'espère bien que le service reste son arme principale. Envoyer une deuxième balle à 235, comme il l'a fait en demi-finale, c'est assez incroyable. Alors, pour rien vous cacher, je suis pas transporté par le tennis de Mpetshi Péricard, que je trouve, surtout en revers, très aléatoire. Mais je reconnais que par rapport au début de saison, et notamment le tournoi de Lyon qu'il avait gagné, où il s'était révélé, il progresse, il travaille bien. Maintenant, ce sera jamais un joueur capable de tenir la cadence en fond de cours avec Sinner, Alcaraz et même De Minaur ou Rublev. S'il garde cette puissance phénoménale au service, il peut faire une belle carrière jusqu'au, je sais pas, top 10. Je suis pas sûr. Je dirais pas la même chose pour Arthur Fils. Mais oui, c'est un joueur en tout cas qui progresse. Alexandre Nadalojo me dit, Ahmed Traoré, buteur de l'égalisation auxerrois sans le faire exprès lors de Lyon-Auxerre, apporte beaucoup à la GIA dans le jeu et l'excellente pioche du mercato auxerrois. Ahmed Traoré est-il le facteur X de la GIA qui pourrait lui permettre de se maintenir en fin de saison? Oui, c'est un très très bon joueur, je trouve très mobile, très vif, à l'aise techniquement, décisif. Alors effectivement, le but qu'il marque à Lyon est un concours de circonstances puisqu'il détourne la frappe de Diomandé. Mais oui, c'est un très très bon joueur qui vient pourtant de nulle part, parce qu'il avait très très peu joué les 3 dernières saisons. Et voilà, c'est effectivement un des joueurs qui peut permettre à Auxerre de viser le maintien. Jean-David Bedel me dit, vas-tu aller voir 4-0 au cinéma? Que penses-tu des acteurs choisis pour ce film? Alors comme je l'ai dit la semaine dernière, j'avais un projet de film avec Fabio Antoniente, un film que j'ai écrit il y a plus de 10 ans, qui était au départ fait pour Matt Pokora, qui se passait à Lens, qui est plutôt un film dramatique. Fabio Antoniente est venu s'incruster dans ce projet, il a repris le scénario, et puis
l'idée de refaire la suite de 3-0 l'a pris comme une idée de pisser. Il m'a laissé tomber du jour au lendemain sans me donner la moindre nouvelle. Il m'a même pas cherché à m'intégrer à l'écriture de 4-0, donc ce type est mort pour moi. Après, visiblement, les critiques sont désastreuses. C'est du cinéma paresseux. On fait venir plein de guests pour masquer la vacuité du propos. Donc j'irai pas le voir, même je le regarderai même pas à la télé, et je le reconnais parce que aussi j'en veux terriblement à Otoniente.